Il y a quelques mois, lorsque le pape est décédé, il y a eu une décision de mettre les drapeaux en berne, qui a été communiquée à tous les maires. Et ce maire en question, dans ma circonscription, avait refusé de mettre le drapeau français en berne en disant voilà, le pape, c'est un chef religieux, il n'y a aucune raison dans une république laïque de mettre le drapeau français en berne. Dans la haine de l'histoire de son pays, dans la haine de ce qui peut représenter son pays à partir de là, si je dépense, mettons, demain je dépense 3,5% de mon PIB, c'est un objectif qu'a évoqué le président de la République, dans la défense, et il n'y a aucune guerre pendant 10 ans. On va me dire, t'as perdu peut-être 3, peut-être 2% du PIB pendant 10 ans pour quelque chose qui n'a pas été utile. C'est pas parce que c'est inutilisé que c'est inutile. Parce que le jour où t'en as besoin, si tu l'as pas, t'es cuit. Bienvenue dans Parole de guerrier. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un autre sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Allègre-Épinot, un député de l'Assemblée nationale, représentant du Gard, qui est très attaché au drapeau français. Bienvenue Alexandre et merci de nous faire l'honneur d'être ici. Merci, bonjour. Alexandre, donc, est-ce qu'on peut se tutoyer déjà pour commencer ? Allons-y. Super. Alors, monsieur le député, Alexandre a un poste qui est super important dans la défense nationale, qui est super important dans nos lois. En fait, avant de déployer des hommes en mission, avant de faire la guerre, il y a toute une partie de procédure, toute une partie de vote. Et donc, aujourd'hui, Alexandre, tu es député. Et avant d'être député, tu étais donc représentant du Gard et tu as travaillé avec un mandat électoral dans le nord du département du Gard. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques éléments les points clés de ton parcours ? Alors, actuellement, je suis député, effectivement, élu dans le Gard, dans la Vonage, dans les Cévennes, principalement. Et mon parcours, c'est un parcours relativement classique, c'est que j'ai fait une école de commerce. Mais pendant mon école de commerce, je m'ennuyais un petit peu. Et puis, j'avais une appétence pour le sport, parce que j'avais été coureur, et j'avais fait pas mal d'arts martiaux. Et il y a une appétence à la fois pour le sport, mais aussi pour l'action, et puis pour une approche assez discipline, une approche de discipline dans la vie. Et donc, je suis allé passer les écoles militaires. Donc, je passais Saint-Cyr, où j'ai été admis, et j'ai eu une grande interrogation à ce moment-là sur quel parcours je dois prendre, me diriger vers l'armée, ou rester dans mon école de commerce et poursuivre un cursus plus en droit. Et après quelques interrogations, j'ai choisi le cursus en droit. Mais ce qui n'a pas empêché après de reboucler avec différents passages en lien avec l'armée en fin de compte. Et donc après ça, j'ai travaillé en mathématiques, en économie, en droit en tant qu'avocat, avant de passer l'ENA et de rejoindre l'administration française, au sein de la direction du budget, après avoir été passé à l'ENA, pour m'occuper du sport, donc des grands événements sportifs internationaux. Et puis après cela, de la restructuration d'entreprises en difficulté, y compris d'entreprises qui exerçaient dans la défense, qui sont opérationnelles dans la défense. Et finalement, j'ai été élu député du Gard avec l'UDR il y a maintenant 1 an et demi. Voilà en bref. Génial, un super parcours. Donc, tu as fait une école de commerce, une fac de droit, et après tu as passé le barreau. J'ai fait une école de commerce. Pendant l'école de commerce, j'ai fait la fac de maths. Donc j'ai fait des maths à Paris 6 et à Polytechnique. J'ai fait la fac de droit. J'ai fait la fac de bio, la fac d'économie. Après, je suis allé passer le barreau. Je suis devenu avocat. Et après, donc, j'ai travaillé en start-up et en PME. Après ça, je suis allé passer l'ENA. Et puis, après avoir passé l'ENA, où on travaille, on a l'occasion de faire des stages à l'ENA, notamment en préfecture, où on travaille avec les forces armées et les forces de sécurité intérieure. Après cela, j'ai rejoint Bercy pour travailler sur un aspect plus économique, mais y compris la partie défense de l'économie. Génial. Donc, tu as un bac plus 20 en fait. Ah, j'ai pas compté, un petit peu condensé quand même. Très bien. Et pour être élu député, comment ça s'est passé ? Alors on a eu un cadre particulier, un timing assez particulier, puisqu'il y a eu une dissolution qui était, en tout cas de mon point de vue, pas forcément prévue. Moi, j'avais pas forcément anticipé ça. Et donc les campagnes, les négociations, le travail, c'est pas un travail habituel, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment beaucoup anticiper. Donc ça a été une approche un peu commando d'une campagne électorale sur comment je me fais connaître d'un territoire et par des personnes qui ne me connaissent pas considérablement, dans la mesure où je suis originaire de Haute-Savoie et pas du Gard. Donc il a fallu que je m'approprie les problématiques, que je me fasse connaître, que je me fasse mon propre avis sur les solutions à proposer. Et donc, c'était reposer sur des gens compétents, motivés, s'engager beaucoup, à corps perdu un petit peu dans cette campagne, pour en quelques semaines voir s'il y avait vraiment, disons, il y avait comment dire, les matchs, comme on dirait aujourd'hui, entre les habitants et moi. Et je pense qu'il y a eu une petite étincelle et qu'aujourd'hui, je suis très heureux
d'être élu dans le Gard. Génial. J'espère que tu préfères le Gard à la Haute-Savoie. J'aime les deux. La Haute-Savoie, c'est très sympa, la montagne. Et niveau sport, je pense que c'est un des meilleurs cadres qu'on puisse avoir, même si ça change entre l'été et l'hiver. Et le Gard a aussi son charme. Absolument. Et maintenant, Paris, bon, la ville, ça, je suis moins fan. Mais passons sur ça. Tu t'es fait connaître avec enfin, tu as fait sensation avec une vidéo qui a fait des centaines de milliers de vues, où tu allais arracher un drapeau. Alors, c'était un drapeau palestinien, donc palestinien, sur une mairie qui n'affichait plus le drapeau français, seulement le drapeau palestinien. Moi, c'est une vidéo qui m'a marqué, qui m'a touché. Et je me suis dit, enfin quelqu'un, et surtout un politicien, qui a le courage d'aller défendre le drapeau français. Qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors oui, effectivement, cette vidéo a fait près de 3 millions de vues, je crois. J'ai agi plus en tant que citoyen classique qu'en tant que député, en fait. Je suis élu dans une circonscription qui, historiquement, a beaucoup de représentants à gauche, voire à extrême gauche, et qui ont réussi à noyauter un petit peu le territoire, alors que la population n'est plus à gauche et à l'extrême gauche. Pour preuve, j'ai été élu. J'ai constaté qu'un maire d'un village de la circonscription ne respectait pas les consignes gouvernementales en matière de pavoisement des bâtiments publics. Alors ça peut sembler un petit peu ésotérique comme explication, tout cela, mais je vais vous donner un exemple tout simple. Les règles d'usage des drapeaux par les représentants du peuple français, y compris par les maires, sont définies par le gouvernement. Et donc, par exemple, à la mort d'un chef d'État, c'est le gouvernement français, à travers le Premier ministre, qui décide si on doit mettre ou non les drapeaux en berne. Il y a quelques mois, lorsque le pape est décédé, il y a eu une décision de mettre les drapeaux en berne, qui a été communiquée à tous les maires, et d'ailleurs à tous les bâtiments publics qui disposent du drapeau français. Et ce maire en question, dans ma circonscription, avait refusé de mettre le drapeau français en berne, en disant, voilà, le pape, c'est un chef religieux, il n'y a aucune raison, dans une république laïque, de mettre le drapeau français en berne. Il oubliait volontairement que le pape est aussi un chef d'État, chef du Vatican, qui a des relations diplomatiques avec la France, qui est quand même au-delà du Vatican, parle à des centaines de millions de fidèles. Et donc j'avais déjà sollicité le ministre en lui disant quelles sanctions pour les maires qui ne respectent pas ces consignes, puisque le drapeau français ne leur appartient pas. Le drapeau français n'appartient pas au maire, c'est pas sa propriété. Il doit respecter certaines règles. Il n'est pas totalement souverain sur tous les objets qu'on lui confie, notamment les emblèmes nationaux. Donc premier signalement, aucune action. Je trouve ça quand même pas très normal. Une sorte de complaisance. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Il fait une cérémonie, une petite fête devant la mairie. Il pavoise un drapeau palestinien au milieu, alors qu'au milieu doit toujours être le drapeau d'honneur, c'est-à-dire le drapeau français. Le drapeau palestinien qui est 4 fois plus grand que le drapeau français, ce qui fait qu'on ne voit plus le drapeau français. Ça m'avait choqué sur la vidéo. Ça paraît totalement anecdotique, on se demande où on est. Et qui méconnaît, encore une fois, les consignes gouvernementales qui disent qu'on ne fait pas de pavoisement spécifique pour cet événement qui était la reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron. Donc quoi qu'on en pense, il y avait des consignes très claires, le maire n'avait aucun pouvoir là-dessus. Je saisis le préfet, je dis écoutez, là ça commence à bien faire, faites quelque chose, quoi. Le préfet dit effectivement il n'a pas le droit, je saisirai le tribunal administratif. Sauf qu'on sait très bien ce qui se passe quand on saisit le tribunal administratif, dans ces cas-là, le tribunal dit retirer le drapeau, entre-temps il a été retiré, il n'y a pas de sanction, il ne s'est rien passé. Le coup politique est fait, si vous voulez. Donc le maire peut répéter ça tous les jours. Donc moi j'étais un peu excédé, j'ai signalé ça au maire en disant voilà, il faut le retirer, ça n'a pas été fait. Donc je dis puisque personne ne le fait, je vais le faire moi-même. Et je vais le faire savoir pour que les gens ne se disent pas qu'ils peuvent continuer en fait à agir ainsi, à disons mépriser notre constitution en réalité. Et la façon dont les emblèmes nationaux doivent être utilisés. C'est pas chacun à sa guise, il y a quelques règles, on essaie de les respecter. Donc voilà, je suis allé retirer ce drapeau-là. C'était un drapeau palestinien, ça aurait pu en être un autre. Et ça m'a valu quelques foudres de la part du Parti communiste français, de la part de pas mal d'élus d'extrême gauche. Mais je pense que les réactions à cette vidéo ont été d'ensemble extrêmement positives et ont montré qu'il y avait un ras-le-bol. Un ras-le-bol de la manipulation qui était faite de la part d'événements internationaux dans des démarches un petit peu, disons, clientélistes locales. Au détriment des règles simples du pavoisement de bâtiments publics. J'étais un peu long, non? C'était très, très dans le cadre, très procédurier. Au moins on comprend derrière ce qu'il y a. Parce que je ne pensais pas qu'il y avait tout ça. Et au moins, on comprend beaucoup mieux cette action-là. Pour moi, c'était juste
l'agacement d'un drapeau qui était affiché trop grand et qui cache le drapeau français, mais au moins Ouais, on comprend beaucoup plus l'action. c'est les deux. J'avais un agacement, mais qui s'est ajouté à d'autres agacements. Au bout d'un moment, je dis, ouais, ça suffit, là, j'y vais, parce qu'il y en a marre, quoi. Mais en tout cas, félicitations pour cette action-là. Moi, j'ai eu déjà des soucis. Donc, j'avais un drapeau français chez moi dans ma salle de sport. Il avait été abîmé par des personnes qui l'avaient arraché. Et ouais, c'était une salle de sport partagée. Et en fait, il avait été arraché, abîmé. Et j'ai déjà vu des personnes se faire forcer de retirer leur drapeau français de chez eux. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en France où c'est compliqué d'afficher un drapeau français. C'est symptomatique. En fait, c'est un marqueur. Je pense qu'on peut vraiment partir de cet événement-là pour se dire qu'est-ce que ça décrit. Et effectivement, il me semble qu'on ne voit ça qu'en France. Par ailleurs, que sur le Mhm. drapeau français. C'est-à-dire que tu aurais pu mettre à peu près n'importe quel autre drapeau, un drapeau marocain, un drapeau algérien, un drapeau italien, un drapeau portugais, peu importe. Le drapeau serait resté. Je pense que même il aurait été particulièrement respecté. On aurait eu des égards vis-à-vis de ce drapeau. Le drapeau français, le fait d'afficher un drapeau français est immédiatement connoté négativement en France. Je pense qu'il y a eu tout un discours qui a été déployé pendant des décennies de la part d'élus, mais aussi de la part de notables en France, notamment d'enseignants et de médias, hein, voilà, tout simplement, qui ont amené à considérer ça comme un symbole immédiatement de fascisation de l'esprit, comme un symbole de violence, comme un symbole de rejet d'autrui, et pas plutôt que de glorification de sa nation, alors que c'est quand même ça, le drapeau français. Euh, Pas comme un symbole d'attachement, pas comme un symbole de ralliement, alors que c'est ça le drapeau français, c'est un symbole de ralliement, c'est un symbole de concorde, c'est un symbole de rattachement. Et donc ce discours-là a germé dans les esprits à tel point qu'il est très difficile de l'extirper. Euh, Ce que tu dis, je pense qu'il y a d'autres influenceurs qui l'ont constaté également, c'est alarmant. Moi, je suis extrêmement choqué quand je vois ça, quoi. Quel est le message derrière ça? C'est grave et triste. Et en tant qu'ancien militaire, moi, c'est aussi que c'était le symbole qu'on respectait le plus. C'est-à-dire qu'on salue le drapeau. Dès qu'il y a une cérémonie, on a le drapeau, on se rassemble autour du drapeau. On ne se rassemble pas autour du chef de corps, on se rassemble autour du drapeau. On est toujours posé rassemblé sur une place d'armes avec un drapeau. Et donc, après, découvrir ça en sortant de l'armée, en retournant un petit peu plus dans la vie normale, on va dire, et découvrir que en fait les gens s'en fichent du drapeau, le respectent pas, voire certaines personnes vont l'arracher et le mépriser. Je trouve ça dommage. Mais bon, on espère que ça changera. Mais je pense que c'est plus que s'en fiche, parce qu'effectivement, le drapeau ne laisse pas neutre, comme tu l'as souligné. C'est-à-dire que soit on a une adhésion, et ça c'est quand même une partie faible de la population qui fait du bruit. C'est pas une partie faible de la population, mais c'est une partie faible de la population qui fait du bruit. Soit on constate un rejet brutal, quoi. Et moi, je suis déjà allé dans des salles de sport à l'étranger. Si tu vas dans un camp de boxe en Thaïlande, s'il y a un drapeau thaïlandais, ça va poser de problème à personne. La Thaïlande, j'y étais là encore 2 semaines en fin d'été et j'ai adoré parce que on a partout des portraits du roi et de la reine. On a tous les jours à certains endroits à 18h le, le chant, enfin, le chant national, l'hymne national avec une musique et la vie s'arrête. Et les gens respectent leur pays. Et j'avais l'impression de retrouver des choses qu'on ne voit que dans l'armée en France. Après, est-ce qu'on mettrait un portrait d'Emmanuel Macron partout en France? Bon, je ne sais pas si on pourrait arriver à faire ça aujourd'hui, mais je trouve que c'est quelque chose de normal d'avoir le respect du pouvoir et de ce qui représente en fait notre nation et notre pays. Et oui, et c'est ce respect du symbole, du principal symbole français, ou cette absence de respect, à mon avis, doit être vu comme une alarme. Hmm. Il y a une alerte là. On est dans une société en France qui est dans la haine de soi, euh, en tout cas qui a une portion croissante et non négligeable de la population qui est dans la haine de soi, dans la haine de l'histoire de son pays, dans la haine de ce qui peut représenter son pays. À partir de là, comment veux-tu avancer de façon positive, constructive et pas de façon destructive? Comment veux-tu par ailleurs, c'est un autre sujet, mais comment veux-tu par ailleurs intégrer des personnes en disant, voyez, vous avez une origine, vous avez une culture, etc. Venez chez nous, devenez nous, voyez. Intégrez-vous, devenez comme nous. C'est impossible. Je vais pas dire à quelqu'un, intègre-toi, mon pays est pourri, mon histoire est nulle. Ce drapeau crache dessus, mais intègre-toi et deviens français. C'est impossible. Il y a un hiatus qui se fait, donc tu ne peux plus avoir une notion de respect au sein de ta population qui finit par se haïr elle-même. Mhm. Au bout d'un moment, c'est une sorte de maladie auto-immune.
Et là, on a un gros problème. Complètement. Maintenant, pour changer de sujet et aller un petit peu plus sur ton quotidien, comment ça se passe concrètement la journée d'un député? Euh, alors, comme beaucoup de gens, quand on leur demande leur métier ou leur mandat, il n'y a pas de journée type, etc., etc. Mais on va dire qu'il y a plusieurs types de journées. Ça dépend si on est en circonscription ou si on est à Paris. La vie du parlementaire est... Déjà sur ça, c'est quoi le ratio donc circonscription dans le Gard, quand tu Oui. retournes du coup là où tu as été élu, et à Paris, donc à l'Assemblée nationale, t'as quel pourcentage, enfin à peu près Ça dépend vraiment des élus, ça dépend de leurs priorités, ça dépend aussi de leur localisation. Je vais te donner un exemple, tu as des députés à Mayotte. Bon, leur capacité à être à la fois à Mayotte et à l'Assemblée nationale en 3 heures n'est pas évidente. Inversement, tu as des députés à Paris. Eux, ils sont à la fois tous les jours en circonscription et à l'Assemblée nationale. Donc leur présence, c'est Mm. assez facile d'être présent quand ils le veulent. Moi, je suis entre 4 et 5h30, ça dépend où je veux aller dans la circonscription, même entre 4 et 6 heures de Paris. Donc je dois anticiper un petit peu. Mm. C'est plus difficile de faire des allers-retours, ce qui fait que ça affecte mon rythme. Grosso modo, on va dire que la plupart des députés font 50-50. Ah oui. Alors il y en a qui sont plus sur un tiers ou un quart à Paris et deux tiers, trois quarts en circonscription. Moi, j'essaie de faire plutôt 50-50, voire l'inverse. Là, par exemple, on est en période de loi de finances. Donc loi de finances, je fais 100% à Paris. Moi, Mm. c'est très simple, loi de finances, je suis au 80% à Paris. Là, je suis sur les lois de finances. C'est-à-dire parce que ça demande, c'est du 9h minuit, donc on fait que ça. 9h minuit. Oui, sur ces périodes-là, environ 6 jours sur 7. Et tu arrives quand même à t'entraîner. Je vois les stories d'entraînement de boxe passer. Eh ben, il m'arrive de sauter des repas, oui. Donc pendant la pause, voilà. On a une toute petite salle à l'Assemblée en sous-sol, donc je vais dans la salle, il y a un petit sac de frappe. Bravo. Sinon, mais je fais ça parce que sinon je deviens fou, hein. Ouais. Et donc sur le rythme, voilà, il y a déjà cet aspect pendulaire. Paris, Mm. circonscription. À Paris, le rythme est assez simple, c'est-à-dire que souvent le matin, vous avez des commissions, le travail de commission. Et donc là, moi je suis dans la commission des affaires économiques, il y a une commission défense par exemple, il y a une commission finance, il y a une commission affaires culturelles. Et donc là, vous allez travailler sur des textes de loi en particulier. Ou vous allez faire des auditions qui vous permettent de mieux comprendre le secteur. Par exemple, on peut recevoir le président de Michelin, on peut recevoir des agriculteurs, on peut recevoir des militaires du côté des commissions défense, pour bien comprendre les problématiques. Parce qu'on n'est pas des experts. Je ne suis pas un expert, moi je suis un généraliste. Mm. Donc je ne connais pas tout, et la meilleure façon, c'est d'interroger les sachants, quoi. Cette partie-là. Et après, souvent l'après-midi, ou des journées entières, vous allez avoir le travail en hémicycle, sur lequel on va, d'une part, interroger le gouvernement. Ça, c'est ce qu'on appelle les questions au gouvernement. Parfois, on les voit à la télévision. C'est assez tumultueux, puisque dans la fonction de député, il y a celle de contrôle du gouvernement. Donc moi, je peux poser des questions. Enfin, les députés peuvent poser des questions aux différents ministres. Et les ministres sont tenus de répondre pour vérifier qu'effectivement, ils réalisent bien le travail qu'on leur a confié. Et puis, après, il y a le vote des lois de façon très, très pragmatique. Au-delà du travail en commission, où on fait déjà des votes, il y a le vote dans l'hémicycle, où là, il y a les débats dans l'hémicycle. Et là, c'est ce qu'on voit souvent à la télévision, avec les prises de parole dans l'hémicycle, les votes pour, contre, abstention, en fonction des différents groupes. Et ça, c'est souvent l'après-midi et le soir, soit jusqu'à 20h, soit jusqu'à minuit. Ça, c'est le rythme à l'Assemblée. Et puis après, le rythme en circonscription, ça dépend vraiment des besoins et de la période de l'année. Il y a des périodes, par exemple, des périodes de vendange, c'est différent des autres périodes, sur lesquelles vous allez soit faire des tournées pour aller voir les différents acteurs, soit aussi, moi je fais des permanences, c'est-à-dire que j'ai une permanence dans ma circonscription où je reçois les personnes qui ont des problématiques à évoquer. Et c'est des problématiques qui sont en des dimensions législatives, c'est-à-dire que je vais essayer d'en tenir compte pour proposer des amendements ou voter dans un sens ou dans l'autre. Soit elles appellent à une intervention de ma part auprès d'un ministre, par exemple. Et donc là, je vais interpeller le ministre en disant voilà, la loi est mal appliquée parce que typiquement, Madame Michu qui est venue me voir, son cas particulier n'est pas traité comme il faut. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Soit au niveau local aussi, pour essayer d'influencer les grandes dynamiques locales sur des projets locaux. Là, on va travailler avec des élus locaux, par exemple, ou avec des chefs d'entreprise pour essayer de dynamiser le département. Donc ça, ça dépend vraiment du besoin à l'instant T au niveau local, sachant qu'il y a une saisonnalité avec le tourisme, avec des cambriolages, avec des choses comme ça. Donc les problématiques évoluent dans le temps en circonscription. Mm. Donc voilà, il n'y a pas de journée type, mais il y a des types de journées. Je comprends. Merci pour cette réponse très complète, très claire. Donc, oui, un travail dense, en tout cas, on le voit. Et bravo pour ce mandat-là, du coup, qui semble très prenant. Et surtout, en ce moment, on le voit avec tous les débats par rapport à la loi finance, donc, qui, on espère, sera voté à temps pour ne pas finir comme aux États-Unis. Pas garanti.
Maintenant, pour comprendre un petit peu mieux le rôle d'un député dans la partie armée-défense. Ouais. Concrètement, un député, moi, de ce que je connais, alors après, j'ai eu beaucoup de cours de droit, notamment de droit de la défense, et donc je pense que j'ai une connaissance beaucoup plus développée que la plupart de ceux qui nous écoutent. Mais pour moi, le député, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir voter les lois du coup qui concernent la défense, il va pouvoir voter les budgets qui concernent toute la partie défense, et il va aussi pouvoir s'adresser au ministre et creuser sur certains sujets, voir si tout se fait bien. Donc, c'est quoi le rôle d'un député dans le cadre de la défense par un Ok. député? Alors, dans le cadre de la défense, il y a plusieurs éléments, effectivement. Il y a l'aspect contrôle de l'action du gouvernement. Donc ça, c'est interroger le gouvernement. Et c'est aussi, en fin d'année, notamment sur les lois financières, valider ou non, lui donner en quelque sorte quitus, comme on ferait dans une entreprise, de sa bonne gestion ou non. Ça, c'est cette partie-là. La deuxième, c'est le travail en commission. Typiquement, moi, j'ai deux collègues UDR, de mon groupe UDR, qui sont en commission des défenses, qui sont Mathieu Bloch et Bernard Chex, qui donc interrogent toutes les semaines des experts du secteur et travaillent aux lois qui affectent notre sécurité extérieure et aussi et intérieure, mais qui affectent la défense. Euh, la principale concernant les lois de programmation. On a des lois de programmation, on pourra peut-être en parler après, lois de programmation, et c'est là-dessus, c'est ce sur quoi travaille beaucoup cette commission, pour essayer d'anticiper les besoins, pour essayer de donner les bonnes marges de manœuvre à la suggestion du gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement propose, les députés modifient. Ils disent, non, ma priorité, je pense que la priorité, c'est plutôt modifier les conditions de travail des soldats, par exemple, ou non, travailler plutôt sur tel équipement, s'assurer que les rafales, on soit à tel niveau d'attente, le maintien en conditions opérationnelles, s'assurer qu'on ait tant de taux de disponibilité de tel matériel, parce que les priorités, parce que la guerre évolue de telle façon, la technologie évolue de telle façon. Donc, en fait, c'est extrêmement vaste comme chose, comme domaine. Et ça nécessite une compréhension, une hiérarchisation des sujets. Donc ça, c'est ce vote-là qui se fait d'abord en commission, tout un travail en commission sur les lois de programmation. Euh, et puis après, cela passe à nouveau en hémicycle, sur lequel on a encore un vote là, et ça engage, disons, ça engage sur le temps long, puisque c'est sur 5 ans en général, ces lois de programmation, ça date des années 60. Hein, et puis après, vu qu'on a un principe d'annualité budgétaire, c'est quand même voté, les crédits sont quand même votés chaque année. Chaque année, c'est comme si là, demain, tu as créé ton entreprise, toi, donc tu as ton business plan, enfin, ton plan d'affaires, il est sur 5 ans, tu réajustes tous les ans. Parce qu'entre-temps, je sais pas, il y a eu une guerre en Ukraine, ou entre-temps, il y a eu 2-3 trucs. Donc tu réajustes un peu tout ça, ou tu t'es rendu compte qu'il y a des problèmes de livraison sur tel secteur, ou tu t'es rendu compte qu'en fait, le droit syndical des militaires n'était pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, et que donc il fallait modifier certaines choses. Donc tu réajustes quand même ça tous les ans. Donc pour conclure là-dessus, c'est le travail du député, c'est un travail qui arrive en second rang par rapport au travail de l'exécutif. C'est bien que les responsabilités soient claires, hein, c'est-à-dire que souvent c'est l'exécutif qui fait, qui fait un projet de loi, et le député qui va venir l'amender, poser des amendements, le modifier, ça c'est souvent ça. Après, de façon un peu subsidiaire, le député peut aussi déposer des propositions de loi. Le sénateur aussi, par ailleurs, qui, elles, peuvent aussi affecter la vie, affecter en bien ou en mal, hein, peuvent aussi affecter la vie des militaires et le cadre de défense de notre pays, sur des lois spécifiques, par exemple. Alors là, c'est un exemple tout bête. Alors, d'ailleurs, pour le coup, c'est pas les militaires, c'est les forces de sécurité. L'idée, c'est de proposer, j'ai un collègue du Rassemblement national, cette fois-ci, qui propose d'aligner les âges maximum, limites, permettant d'entrer dans la réserve opérationnelle de la police sur celle de la gendarmerie. Ça paraît futile, mais en fait, il y en a un 70 ans, l'autre 67 ans. Et ça peut passer par une proposition de loi. C'est assez simple, là, c'est un ou deux articles, une proposition de loi, et on peut juste réaligner les choses pour enlever toutes les rigidités et faciliter en fait le travail des gens, faciliter la vie des gens. Donc, par exemple, sur la partie proposition de loi, si un député se dit, bah tiens, là, si on a des militaires enfin des jeunes qui veulent s'engager dans l'armée, qui sont restreints pour cette raison médicale-là, un député peut aller faire une proposition pour qu'on revoie la partie médicale. Bon, la partie médicale n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est que c'est des questions qui reviennent souvent. Mais parce que là, il faudra peut-être faire appel à des médecins ou à l'ordre des médecins pour qu'ils puissent contrôler ça. Et derrière pouvoir faire évoluer les choses au niveau des conditions médicales d'entrer dans l'armée. Oui, alors il y a deux conditions à ça. La première, c'est que ce soit des conditions de la compétence législative, parce qu'il y a Mm.
il y a deux grandes catégories de compétences, hein. Vous avez la compétence législative, j'enlève constitutionnelle, et puis vous avez la compétence réglementaire. Ça dépend du gouvernement, donc c'est typiquement des arrêtés et des décrets, alors que sinon c'est la loi. Et sous réserve que ce soit le cas. Là, il me semble que c'est Code de la Défense et que c'est réglementaire. Donc là, si c'est partie réglementaire. Il me semble que c'est des arrêtés qui sont pris directement. Après, je ne sais pas là qui prend ces arrêtés. Alors après, souvent, ces arrêtés sont... Alors, je ne sais pas le ratio, mais il y a une bonne partie de ces arrêtés, donc du code réglementaire, de la partie réglementaire du code, qui le sont en application de la loi. Parce que beaucoup d'arrêtés le sont aussi pris en application de la loi. C'est-à-dire que la loi pose les grands cadres, et l'arrêté vient fixer les modalités. Donc il est possible qu'en modifiant la loi, tu forces le gouvernement à ajuster l'arrêté aussi. Donc ça dépend aussi, si jamais c'est un arrêté d'application, un arrêté pris en application de la loi, si c'est la loi qui contraint ça ou pas, en fait. Et ça, en l'occurrence, il faudrait que je vérifie. Mais tu peux avoir des cas, où justement, sur ces détails, c'est pas des détails, mais sur ces sujets-là qui touchent à la liberté des personnes à s'insérer sur un marché de l'emploi, tu peux avoir une compétence législative aussi. Je comprends. Et donc, quand une loi va être votée, par exemple, une loi qui va... Prenons la loi de progression militaire, elle est un peu trop grosse, mais prenons une loi qui va modifier, disons, le choix des matériels qui vont être utilisés dans l'armée ou les budgets de l'armée. Comment est-ce que ça va se passer concrètement ? Si on prend une loi classique, mais même sur une loi de programmation militaire, si on prend une loi classique, tu vas avoir... D'abord, elle va être travaillée en commission. Donc là, c'est les experts qui se mettent dessus. Les députés spécialisés qui se mettent dessus pendant plusieurs semaines. Donc la commission de défense. Exactement, la commission de défense. Ils ajustent le travail sur la commission de défense à la base, à partir d'un texte de base. Ce texte de base, souvent, il a été rédigé par le gouvernement. Ça veut dire quoi par le gouvernement ? C'est pas les ministres. Ça veut dire que tu as les services administratifs de l'État, à savoir, en l'occurrence, tu vas avoir Bercy, donc la direction du budget, et puis la DGA, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais c'est la direction générale de l'armement. Heureusement, j'ai déjà entendu parler de la DGA. Il vaut mieux. En tant qu'officier, si on ne connaît pas la DGA... donc voilà, peut-être que tes auditeurs n'ont pas entendu parler. Donc tu as la DGA, qui est située au sein du ministère des Armées, qui est un peu l'homologue de Bercy sur la partie militaire, armée, défense pure. Où là, c'est vraiment les experts. Souvent, ce sont des anciens militaires, par ailleurs, ou des militaires qui travaillent là-bas. Et donc, ils vont préparer ce texte qui va arriver sur le bureau de la commission. La commission le travaille, c'est-à-dire que là, on a tous les partis qui sont représentés. Ils se tapent dessus. Voilà, vous avez, je sais pas, d'un côté LFI qui est antimilitariste et qui dit bon, il faut supprimer tout ça, il faut plus de militaires, on veut planter des fleurs à la place. Et puis en face, on a l'UDR typiquement qui dit non, il faut être cohérent, il faut tenir compte du monde dans lequel on vit. On n'est pas des bisounours, et donc il faut qu'on dépense plus des 2% de PIB qu'on a actuellement. Il faut qu'on augmente nos capacités, notamment en matériel, pour s'aligner davantage peut-être sur le ratio qu'a les États-Unis. Il faut qu'on soit en capacité d'avoir une puissance de feu suffisante parce que c'est le retour des guerres de position, comme on le voit en Ukraine, ce genre de choses. Et donc il y a une bataille qui se fait, une sorte de petite bataille déjà au sein de la commission. À la fin de ça, on a déjà des modifications. Les modifications, elles arrivent en hémicycle. En hémicycle, tu as tous les députés qui peuvent voter. Là, il y a un débat qui peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines sur ces textes. En général, c'est plusieurs heures à plusieurs jours. Ça dépend de l'importance des textes. Ça, c'est des textes importants, donc ça prend quand même pas mal de temps. Après, les votes là-dessus sont relativement consensuels dans la mesure où les antimilitaristes primaires, entre guillemets, sont minoritaires quand même à l'Assemblée nationale. Donc, entre le bloc central et la droite, on arrive à voter des choses qui sont consensuelles, surtout que ce sont des investissements qui sont des investissements dans le temps long. Les dépenses militaires, je pense qu'il faut avoir à l'esprit, ça fait partie, c'est comme les dépenses nucléaires, il y a quand même un recoupement entre les deux, c'est des dépenses qui se conçoivent à l'échelle 5-15 ans, pas à l'échelle 2-3 ans, pas à l'échelle 1 an, pas à l'échelle 6 mois. Donc, vous ne pouvez pas donner des coups de frein d'accélérateur toutes les 3 semaines. C'est pour ça qu'on fait des lois de programmation. Donc, quand on est engagé sur une trajectoire, on l'ajuste, mais la casser dans un sens ou dans l'autre, c'est quand même très dangereux. C'est comme ça notamment qu'Emmanuel Macron a tué toute une partie de l'industrie nucléaire en France. Parce qu'il a cassé le nucléaire d'un coup, ils vont devoir le relancer. Sauf que c'est compliqué, on ne reforme pas des gens en 3 semaines. Les gens qui se sont reconvertis dans un autre secteur ne vont pas revenir tout de suite parce qu'ils n'ont plus confiance. Donc il y a plein de choses comme ça dont il faut tenir compte. Donc il y a ce travail qui est fait à l'Assemblée. Je suis un peu long. Ce travail qui est fait à l'Assemblée. C'est mieux. Au moins, on a toutes les explications. Une fois que ça s'est fait, on vote. On vote ou on vote pas. Ça passe ou ça passe pas. Si ça passe pas, on revient au texte original.
Si ça passe, ou ça passe pas en tout cas, ça va au Sénat. Le Sénat fait le même travail. Une fois que le Sénat a fini, il y a une navette. Donc ça, c'est un travail d'aller-retour où on ajuste le travail. Et si à la fin, on n'a pas d'accord, alors on a une commission mixte paritaire, c'est-à-dire une réunion de quelques députés et quelques sénateurs qui se mettent ensemble, représentativement par rapport au groupe politique, pour aboutir à un travail final, un texte final qui est cette fois-ci voté ou pas. Et donc voilà comment on aboutit à un texte qui, une fois voté, est transmis à l'exécutif, qui doit donc, en tant qu'exécutif, l'exécuter, ou le mettre à exécution. Et s'il ne l'exécute pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, Là, c'est- c'est la motion de censure ça, ou il y a d'autres choses? ça fait partie des risques. Voilà, c'est une motion de censure, c'est une façon de faire chuter un gouvernement. Mais avant la motion de censure, est-ce qu'il y a des moyens de... Les moyens, c'est souvent des moyens de question, donc les Mm. interrogations. Après, vous avez les moyens, ça c'est un peu détourné, mais les moyens de rétorsion consistent à dire, ok, t'as pas fait ça, pourquoi je te ferais confiance sur autre chose, donc je te voterai pas ce que tu m'as demandé sur autre chose. Et c'est ce qu'on utilise souvent. Et puis après, c'est le bouton de la censure, naturellement. Très clair sur ça. Et que font les chefs militaires dans tout ça? Donc, que ce soit le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre ou leur cabinet. Donc, à savoir Ouais. que un chef d'état-major n'est pas tout seul, il a un cabinet qui travaille avec lui et qui va pouvoir gérer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Il y a une particularité sur le secteur de la défense. Je ne suis pas un expert, mais je l'ai repéré assez vite. Il y a une notion d'expertise qui est. Il y a deux choses. Premièrement, il y a une notion d'expertise qui est fondamentale. On ne peut pas se devenir expert de la défense comme ça en 2 secondes, quoi. Enfin, ça demande des connaissances très très poussées et très très opérationnelles surtout. Deuxièmement, il y a une notion de secret qui est aussi très très important. C'est-à-dire que là, moi, le travail que je fais, c'est un travail qui est essentiellement public. 95% de ce que je fais est public, 90% de ce que je fais est public. Mon travail est public, les écrits, mes votes sont publics. C'est-à-dire que si là, j'ai un vote extrêmement détaillé, et je te dis, la France va avoir exactement tant de réserves dans tel secteur, qui seront localisées dans telle ville, et que ça, je te le mets pour toutes les ressources de l'armée française. Mais en 3 secondes, on est extrêmement fragile. Non, c'est déjà très... Enfin, personnellement, j'ai été choqué de voir à quel point toutes les données importantes de l'armée sont quand même publiques et on sait combien il y a de véhicules de tel truc, quel est le budget des forces spéciales, même ça c'est public. Et on voit globalement quels sont les budgets pour les différents moyens alloués. Alors, tu as les grandes masses. En fait, la question, c'est la granularité, c'est le degré de précision. Mais tu l'as pas au degré aussi fin que tu peux l'avoir dans d'autres secteurs. Si tu vas regarder dans la santé, ça va être plus fin. Si tu vas dans la culture, ça va être plus fin. L'armée, tu as un petit cran super. Et c'est normal. Alors, moi, je comprends ta remarque, c'est-à-dire peut-être que c'est encore trop précis. C'est Je possible. trouve. Là, par exemple, on sait exactement le coût de la dissuasion nucléaire française. Voilà, on est à 0,17% du PIB. On le sait. Voilà, combien chaque année l'État dépense pour avoir une dissuasion nucléaire. Après, en détail, c'est moins précis. Mais donc, pour revenir à ta question initiale, à quoi sert, quel est le rôle de ces personnages? Justement, c'est que il faut qu'il y ait des personnes qui, elles, aient le détail. Parce que nous, on vote surtout en dynamique. Le sous-jacent, à un moment, il vaut mieux pas que ce soit communiqué. Si ça m'est communiqué, au bout d'un moment, ça devient public. Ce qui n'est pas forcément nécessaire. Ou ce qui n'est pas opportun, surtout. Donc là, d'avoir des experts et d'avoir des personnes qui, justement, ont accès à la confidentialité, avec leur niveau d'expertise, avec leur niveau d'engagement pour la nation, c'est opportun. Et c'est pour ça que par exemple, le chef d'état-major des armées sont des personnes qui sont auditionnées parce que leur parole a une valeur phénoménale, qui sont très régulièrement auditionnées en commission de la défense, qui sont auditionnées au Sénat, qui sont auditionnées à l'Assemblée nationale, et qui travaillent donc en étroite collaboration avec la direction du budget et avec naturellement la DGA. Donc ces personnes-là vont avoir un impact direct sur les lois qui peuvent être prises, qui peuvent être votées, et vont avoir un impact sur le travail des députés, le travail des sénateurs, puisque vont apporter une expertise, apporter leurs conseils pour pouvoir mieux gérer. À partir de tout ça, donc, on va avoir différents votes. On va avoir le vote notamment de la loi de programmation militaire. Donc la loi de programmation militaire, c'est pour 5 ans. Ça permet de voter globalement la direction qu'on va prendre avec les budgets principaux. La modernisation, par exemple, là, ça fait 2 LPM qu'on a qui ont permis une énorme modernisation des armées, et notamment de l'armée de terre, qui était un petit peu à la ramasse il y a 10-15 ans. Ça se passe comment, les décisions qu'on a autour de la loi de programmation militaire? Alors, c'est des décisions qui sont assez consensuelles, comme on le disait, parce que
on sait l'enjeu que ça représente pour la nation. C'est pas vraiment c'est pas les goûts et les couleurs, quoi. Donc c'est vraiment, si c'est des besoins, si ce sont des besoins, ce sont des besoins. Après, il y a des orientations stratégiques sur lesquelles on peut s'interroger, sur des choses qui peuvent sembler anecdotiques, mais qui ne le sont pas. Par exemple, la guerre numérique. Combien, combien mettre sur quelque chose qui se matérialise déjà en France, mais dont on n'a pas subi des conséquences euh, tellement néfastes qu'on puisse se dire, OK, il faut rajouter 5 milliards d'euros par an dessus. Ce genre de choses sur lesquelles on est sur du potentiel, où on se dit, le risque est à temps, l'impact est à temps, donc il faut qu'on mette temps. Sur la guerre numérique, sur l'armée actuellement de l'air et de l'espace maintenant, comme on a changé le nom de notre armée là-dessus, donc le travail sur l'espace, le travail sur les satellites. Donc il y a plein de réflexions sur l'avenir, ou plutôt le rattrapage de ce que nos concurrents, et adversaires potentiels ou souverains potentiels aussi, parce que ceci, comment ne pas devenir le vassal d'autrui, hein, ce sur quoi ils travaillent eux, pour que nous, on ne soit pas totalement largués. Ça, c'est très important. Au-delà d'être, il y a être le premier, ça c'est bien, mais deux, si on n'y arrive pas, c'est comment on arrive à ne pas être totalement largué et à garder une certaine indépendance là-dessus. Donc, tout un travail qui est fait à ce sujet-là, ce qui nécessite une analyse très forte, beaucoup d'expertise, un peu de conviction aussi. Il y a toujours un peu d'intuition chez ces choses-là. Euh, Énormément de réalisme pour tenir compte du monde géopolitique dans lequel on évolue. Et c'est là où on voit que l'enjeu de ces lois de programmation, et ce dont ça ne nous a pas prémunis par ailleurs, c'est d'anticiper la défense comme une nécessité sur du long terme. Et moi, je t'ai produit un graphique là, enfin, je t'ai rapporté un graphique où on voit l'évolution de la part du PIB de la défense en France et dans la plupart des pays occidentaux. Alors, pas qu'occidentaux d'ailleurs, j'ai pris la Chine, j'ai pris les États-Unis, j'ai pris l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, etc. Et on voit que ces dépenses, mais c'est pas une surprise, sont extrêmement dépendantes du contexte géopolitique. Sortir la guerre froide, ça a un impact où on a 5% du PIB qui est alloué à la défense en France. Aujourd'hui, on est à 2,1. Donc c'est pas la même condition. Sauf que la guerre, par définition, c'est quelque chose dont la prévisibilité est pas majeure, quoi. Donc du jour au lendemain, si tu t'es affaibli, ben t'es Trop tard. fragilisé et c'est foutu, exactement. Mais donc la conséquence, c'est de se dire, euh, si je dépense, mettons, demain je dépense 3,5% de mon PIB, c'est un objectif qui a évoqué le président de la République, dans la défense, et il n'y a aucune guerre pendant 10 ans. On va me dire, t'as perdu peut-être 3, peut-être 2% du PIB pendant 10 ans, je te laisse imaginer le montant, pour quelque chose qui n'a pas été utile. Ça sert à rien. Mm. Inversement, on peut considérer que c'est dissuasif, on peut considérer que ça permet d'éviter la destruction de la nation, on peut considérer que ça permet d'avoir une ère d'influence aussi, comme ont pu le faire les États-Unis. Mais ça, il faut vraiment avoir une pensée stratégique là-dessus. C'est un petit peu ce qui s'est passé là sur les 10 dernières années. On a eu le général Lecointre qui avait parlé d'hypothèses d'engagement majeur en disant bah, il nous faut des budgets, il faut qu'on investisse. Il y a eu les investissements, il n'y a pas eu de HEM qui est arrivé. Et ensuite, le général Burkhardt est resté dans cette dynamique-là en parlant du CHI, du conflit de haute intensité, en disant on doit continuer d'investir parce que ça va arriver. Alors, c'est arrivé, mais ça ne nous a pas touchés. Mm. Et du coup, on a eu ces investissements-là massifs sur l'armée de terre notamment et un petit peu sur la marine et l'armée de l'air. Et il n'y a pas eu de guerre derrière. Mais est-ce que c'est inutile? Bah, je partage complètement ton point de vue que non, c'est pas inutile parce que c'est se prémunir et si ça doit arriver, en fait, c'est trop tard. Donc, on est un petit peu obligé de le faire, même si personne n'a envie de faire la guerre, personne n'a envie que ça se Ouais. passe mal. On souhaite tous que ça se passe bien, mais bon. En fait, je pense qu'il faut le voir comme une prime d'assurance. Mm. C'est pas parce que c'est inutilisé que c'est inutile. Parce que le jour où tu en as besoin, si tu l'as pas, t'es cuit, pour le coup. Donc il faut qu'on arrive à intégrer ça dans nos raisonnements. Mais quand tu regardes la dynamique de dépenses, c'est pas évident. Et là, tu regardes les dépenses des principaux pays affectés par la guerre en Ukraine, on voit bien, c'est du jour au lendemain, augmentation considérable des dépenses. Alors par transfert, on le voit en Ukraine, c'est par transfert de capitaux et par transfert de matériel. Donc là, c'est beaucoup plus facile quand il y a un transfert de matériel, mais ça sous-entend une solidarité, ça sous-entend une autre forme de dépendance. Euh, on le voit aussi, là, Emmanuel Macron, sans faire de politique politicienne, demande à une augmentation substantielle de l'engagement à produire en France, de la capacité à produire. Mais comme on l'a dit, il y a une certaine inertie dans ces industries. Et donc tu peux pas du jour au lendemain dire, ok, tout d'un coup, il faut qu'on ait une armée au top, alors que tu pars d'une armée qui a beaucoup de recul, beaucoup de retard.
Aujourd'hui, pour te donner un exemple, on parle de la base industrielle et technologique de la défense, BITD. C'est une sorte de, on peut dire que c'est le complexe. Je suis aussi, mais pour nos, Voilà, pour nos spectateurs. c'est peut-être l'équivalent en technocratique français du complexe militaro-industriel. Je sais pas, on pourrait dire ça comme ça. C'est nos industries de défense, quoi, essentiellement privées, mais en étroite collaboration avec le public. J'avais trouvé un chiffre qui nous disait que le taux d'utilisation de ces industries était de 91%. Ça veut dire que là, elles sont quasiment à 100% de leur capacité, en fait. Donc, et en général, si vous regardez, je sais pas, il y a beaucoup d'industries où ils sont entre des industries classiques, 70-80%, c'est un taux d'utilisation normal, 80%. Donc là, on est déjà peut-être en surcapacité, quoi, en surcapacité de production. C'est-à-dire que si demain vous avez un coût énorme, vous prenez un coût énorme, vous pouvez pas tirer davantage sur la corde. Euh, donc la réactivité est quand même limitée, quoi, là-dessus. Il y a un autre souci pour ajouter à ça, c'est que aujourd'hui la BITD a un gros problème de financement. Et ça, c'est par rapport à tous les critères écologiques qu'on peut avoir en place. Et en fait, les critères de respect humain et de prise en compte de l'écologie ont fait qu'aujourd'hui, personne ne veut financer la défense. Et j'avais travaillé dessus quand j'étais à Saint-Cyr. On avait fait une proposition de fonds d'investissement de la défense pour financer la BITD et que les militaires directement puissent mieux placer Ah. leurs économies plutôt que de tout dépenser en boîte. Mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, on avait proposé ça pour qu'il y ait un plus gros financement de ces industries-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de des boîtes, des PME de la défense ont du mal à trouver des financements pour se développer et pour pouvoir en fait accroître leurs capacités. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a plusieurs sous-jacents. Il y a effectivement le premier que tu évoques, qui est assez récent en fait, hein. Mais je crois que Marine Tondelier ou Sandrine Rousseau a fait une sortie il y a quelques mois ou quelques années là-dessus en disant qu'il fallait une armée beaucoup plus éco-responsable, en gros des roquettes qui soient recyclables, quoi. Je veux bien, mais chacun ses priorités, quoi. Euh, Si ça nous handicape de façon majeure, c'est pas ça la priorité. À un moment, faut Ça a quand même eu un réel impact sur le terrain, tous ces critères-là, parce qu'aujourd'hui, quand on fait des exercices en terrain libre, on doit ramasser les étuis, parce que quand on tire à blanc, du coup, il y a des étuis qui sont projetés partout. Donc, je parle toujours à armée de terre, hein, en tant qu'ancien de l'armée de terre. Et du coup, on devait ramasser les étuis. Et bon, quand on est sur un terrain libre, ça veut dire qu'on fait l'exercice, et après, on doit retourner sur nos pas sur des kilomètres pour aller chercher tous les étuis qui sont tombés. Il va falloir Donc, travailler il y a sur un petit changement. des outils recyclables éco-responsables. C'est une bonne piste. Deuxième élément là-dessus, moi je l'ai vécu parce que j'ai travaillé à la Banque européenne d'investissement. Et c'est les politiques d'investissement dans le domaine du dual. Dual, donc pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas forcément, sont toutes les applications industrielles, technologiques qui peuvent avoir une utilisation militaire et puis une utilisation non militaire. Typiquement, c'est le nucléaire. C'est l'exemple typique. Le nucléaire, voilà, on l'utilise pour l'énergie, mais on l'utilise aussi pour la dissuasion. Ou le GPS. On Ou le parlera GPS, beaucoup. voilà, ça s'appelle le GPS. En fait, il y en a beaucoup, hein, d'applications. Ah, énormément, c'est infini. Et donc, il y a eu longtemps une politique européenne, et c'est la guerre en Ukraine qui a fait changer ça, c'est-à-dire qu'on a réagi, on n'a pas anticipé, qui interdisait notre banque européenne, la Banque européenne d'investissement, donc c'est à peu près 80 milliards d'apports financiers sur le marché par an, c'est considérable, c'est plus de 8 milliards en France, hein, l'empêcher d'investir dans des technologies duales. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises qui, parce qu'elles développaient quelque chose qui pouvait être utilisé de deux façons, ne recevaient pas un euro de la part de la Banque européenne d'investissement, mais de beaucoup d'infrastructures, de structures publiques de financement. Et du jour au lendemain, c'est ça qui est intéressant, du jour au lendemain, on se dit, ah tiens, finalement, on est un peu débile, il y a une guerre, et les boîtes chez nous qui peuvent faire les deux, en fait, elles font rien finalement, parce qu'elles n'ont pas eu un rond. Tout d'un coup, on va leur donner de l'argent. Sauf qu'entre-temps, la moitié ont fait faillite. Et la moitié se sont barrés aux États-Unis aussi. Voilà, le savoir-faire s'est barré d'une façon ou d'une autre. La propriété intellectuelle a été rachetée en Chine, aux États-Unis, je ne sais pas où, à Taïwan. Et donc, en fait, on a perdu plein d'opportunités. Mais tout d'un coup, on a changé la politique. Ce qui fait qu'en fait, cette politique-là change parce que quand on est pied au mur, ou dos au mur, je ne sais pas comment on dit, mais quand on n'a vraiment pas le choix, c'est ce qui s'est fait en Europe. Ça, c'est le deuxième point. Et il y a un troisième point qui reste politique idéologique aussi, c'est même en France, au-delà de la dimension institutionnelle de la politique de la Banque européenne d'investissement, qui a bien évolué, qui va dans le bon sens maintenant, c'est celle des fonds, effectivement, et des banques en général, même privées, pour lesquelles le risque réputationnel est très important. Et là, on reboucle avec ce qu'on a évoqué tout au début de cet entretien, c'est l'enjeu drapeau, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la plupart des banques, et moi j'ai des gens qui veulent lancer des fonds d'investissement, justement, ce que tu pouvais évoquer, dans le domaine de la BITD.
dans le domaine de la défense et qui n'arrivent pas à lever, alors que vous avez des entreprises à qui l'État veut passer commande, des entreprises qui ont une capacité de développement importante, qui ont une rentabilité qui peut être très très intéressante si on prend une approche purement économique, au-delà de leur nécessité pour le pays, mais qui n'arrivent pas à trouver les capitaux. Parce qu'il y a ce blocage-là. D'un point de vue réputationnel, une banque n'a pas envie, et on l'a déjà vu, par exemple, ça a déjà été le cas sur d'autres sujets, mais chez Total, quand vous vous retrouvez en bas de la tour de Total avec 250 personnes à moitié nues qui manifestent avec des couleurs sur la tête de tous les côtés en disant que vous êtes un affreux Jojo, bon, c'est pas très bon pour vos relations investisseurs, c'est pas très bon pour votre image. Et je pense qu'il y a beaucoup de banques françaises qui ont cette peur-là, d'avoir demain 450 Femen en bas de leur tour et qui agressent leurs clients, etc., etc. Et donc les banques se disent, bah, moi de toute façon, entre gagner un peu de plus de marge par an et ne pas prendre de risque, je ne prends pas le risque. Parce qu'on a laissé se développer cette vision un peu nihiliste, cette vision un peu disons, puérile et immature de se dire, bon, la guerre, c'est pas bien. Bon, à partir de là, c'est très bien, autant se laisser rouler dessus. Et que cette vision a tellement dominé que maintenant, les acteurs économiques ne prennent pas le risque. Parce que le risque de réputation est trop important. Et ce sujet n'est toujours pas résolu. Il y a un contre-coup, on va dire aujourd'hui, c'est le courant wokiste qu'il y a eu pendant des années, et il y a un petit contre-coup, mais c'est vrai que c'est lent et on verra si ça change réellement. Maintenant, est-ce que tu penses que le budget actuel de l'armée est bien? Donc là, cette année, on est à 47,2 milliards. Est-ce que c'est un bon budget par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à ce à quoi on prétend et par rapport aux enjeux géopolitiques? C'est un budget qui me semble être un budget de rattrapage. Voilà, on est en train de revenir sur une... On était descendu à 1,7% du PIB, sauf erreur, ou 1,8. On était descendu quand même en dessous de ce qu'on pouvait faire. L'Allemagne doit être à peu près 80 milliards, pour info. Le Royaume-Uni doit être dans les peut-être 60 milliards. Donc on doit être troisième en Europe si on prend au sens large. Donc on est en train de reprendre la bonne dynamique. Je pense qu'on est dans la bonne dynamique. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas. Si on regarde les études de France Stratégie, ils envisagent une dépense peut-être plus à hauteur de 3,5% du PIB. Donc il y a un enjeu volume, la dépense dans son absolu. En absolu, est-ce qu'elle est suffisante? Peut-être pas encore tout à fait. Et après, il y a un enjeu répartition de cette dépense. C'est là où le détail est important. Il me semble, moi j'ai regardé les comparatifs entre les différents pays. En France, on est le pays où on dépense le plus dans les hommes, en proportion. Ça paraît très bien, on est un pays qui investit dans les hommes. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut surtout dire qu'on sous-investit en matériel. Ça ne veut pas dire que nos hommes sont mieux payés. Ça veut dire qu'on sous-investit dans le matériel par rapport aux États-Unis, mais même par rapport aux pays OCDE qui sont dans l'OTAN. Là, je ne prends pas un comparatif exceptionnel. Je prends une moyenne, et dans cette moyenne-là, on est encore en dessous de la moyenne. Nous, on doit être à 61% dans le matériel, alors que la moyenne, c'est à 65%. Donc, on a un enjeu de monter en charge dans le matériel, d'autant plus que c'est ça qui nous donne un avantage sur notre complexe, sur notre BITD, pas le complexe militaire industriel, qui nous permet d'être indépendant, parce que ça nous permet de vendre à l'étranger et d'atteindre notre point mort plus facilement, et donc d'être autosuffisant, entre guillemets. Complètement. Donc pour toi, aujourd'hui, on est sur un budget qui se rétablit, qui est nettement mieux, mais ce budget-là n'est pas encore utilisé de façon optimale. Il va falloir travailler dessus pour avoir plus d'investissement matériel sur le futur. Il y a ça, plus de matériel, et après, au sein du matériel, il y a des évolutions dont on doit tenir compte. La guerre en Ukraine a montré que les guerres d'opposition, ce n'est pas des guerres de 1914, ça peut exister encore, et que la puissance de feu, c'est-à-dire la capacité bête, mais la capacité à avoir tant d'obus, tant de canons César, et en fait c'était un facteur. C'était pas que du numérique, du pointu, du bien précis, etc. Pas que la qualité, mais aussi prendre en compte la quantité. La quantité revient. C'est une des conclusions du rapport de mon collègue Mathieu Bloch, vous pouvez le lire si vous voulez, qui a rédigé un rapport au sein de la commission défense sur ce sujet-là, les enseignements de la guerre en Ukraine pour nos lois de programmation militaire, justement. Et une de ces conclusions a été on n'est pas prêt à une guerre de haute intensité au sens volume. En fait, on n'a pas assez de stock d'obus, on n'a peut-être pas assez de canons César, faut qu'on ait davantage de munitions, des choses assez simples. On revient sur les fondamentaux. Moi, ça me fait penser, j'avais lu les échanges, une parenthèse, entre Rudyard Kipling et son fils. Rudyard Kipling, c'est le poète
anglais qui avait écrit If ou même le livre de la jungle. Et son fils était en fait militaire pendant la Première Guerre mondiale. Et il expliquait déjà les stratégies à l'époque qui consistaient à mettre des leurres pour que les Allemands épuisent leur artillerie et leurs munitions sur des cibles qui n'avaient aucune valeur et donc aient des problèmes budgétaires à la fin. En fait, on retrouve toujours sur le même sujet, quoi. Le volume et la capacité à se l'offrir. Les principes de la guerre qui sont intemporels. C'est ça. Après, moi, il y avait aussi quelque chose qui m'avait un petit peu choqué, mais c'était le retard sur les doctrines. En fait, quand j'ai pris la décision, moi, dans ma tête, de quitter l'armée, il y a aussi eu un facteur un petit peu géopolitique et doctrine, qui était que je trouvais qu'on n'était pas du tout à jour sur les doctrines qu'on emploie. Et en fait, il y avait des décisions qui étaient, je trouve, dangereuses. Après, ça a beaucoup évolué là sur les 2 dernières années avec la guerre en Ukraine. Mais par exemple, moi, dans mon cas, on nous disait qu'il fallait envoyer une section sans couverture aérienne, près du front, donc sans protection contre les drones. Et il y avait déjà les drones kamikazes, il y avait déjà ce risque-là. En fait, c'était du suicide. Et on le voit aujourd'hui en Ukraine et en Russie, ça ne se fait pas du tout. Personne ne fait ça. Ils l'ont fait au début de la guerre, mais aujourd'hui, ça se fait absolument pas. Et la doctrine a changé, heureusement. Mais ça a pris un petit peu de temps. Et je trouve toujours dommage qu'il y ait un petit peu de retard par rapport à ça. Maintenant, pour changer de sujet, aujourd'hui, la France, l'armée française, fait face à un énorme enjeu et à de très grosses difficultés de recrutement. C'est quoi, selon toi, les causes de ces difficultés-là de recrutement des armées? Alors moi, je suis pas un expert, mais j'en vois plusieurs. La première, c'est celle qu'on a évoquée encore en tout début. À partir du moment où on crache sur le patriotisme, on crache sur la nation, sur la notion même de militarisme, sur la notion même de force, en fait, aussi. On a toute une remise en cause des fondamentaux ontologiques qui est flagrante et qui est tellement dans la destruction qu'elle ne peut rien construire. À partir de là, c'est difficile de se diriger vers l'armée. C'est difficile, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'on a des conditions de militaires qui ont été dégradées. On a vu qu'il y a eu cette trajectoire un peu de sous-investissement pendant toute une période. Quand on n'a pas de fonds, on attire moins bien. Déjà, ça aussi, ça c'est un deuxième élément. C'est budgétairement, ça joue. Parce que vous ne pouvez pas offrir les mêmes carrières à vos officiers, à vos sous-officiers. Vous ne pouvez pas offrir les mêmes bonus. Voilà, les primes, vous ne pouvez pas offrir les mêmes choses. Donc, vous ne pouvez pas offrir les mêmes conditions d'hébergement. Quand vous avez des conditions des casernes extrêmement dégradées, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont Pour la à l'armée, gendarmerie? ou qui ont été à l'armée, ou même des gendarmes y compris. Vous voyez les conditions, c'est des conditions spartiates. Spartiate, ça peut plaire ou ça peut déplaire, mais il y a le spartiate utile et le spartiate superflu, quoi. Quand c'est extrêmement dégradé, c'est plus utile ce degré-là. Donc il y a cet élément-là qui reste quand même important. Quand vous avez deux options, vous n'êtes pas non plus maso, je pense. Donc vous allez choisir l'option la plus confortable. Si en plus vous risquez pas votre vie, c'est un peu différent. Vous voyez, vous gagnez plus dans des conditions plus favorables, vous risquez pas votre vie, vous faites vite le choix. À part si vous avez vraiment la dimension héroïque, etc., très très particulière, l'engagement à fond, l'action à fond. Mais l'équilibre est quand même... La balance est quand même très déséquilibrée. Ça, c'est un autre point qui me semble non négligeable. Et puis, il y a un point dont on parle peut-être pas assez, et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, et ça explique notamment, moi, le fait que j'y sois pas allé, c'est qu'il y a une méconnaissance. Il me semble qu'il y a deux éléments. Un, il y a une méconnaissance de ce qu'est l'armée, de ce que propose l'armée, et tout un travail est fait par l'armée là-dessus, de communication, etc. Mais vu qu'elle s'adresse à un public qui est extrêmement large, tu sais mieux que moi, de l'officier au sous-officier, de l'expert informaticien au linguiste, Plus de 400 métiers. du mécanicien, c'est tellement large, tellement univers, que quand elle fait un clip de pub, elle s'adresse pas forcément à l'informaticien, elle s'adresse pas forcément au linguiste, elle s'adresse, souvent on voit, c'est le mécanicien d'hélicoptère, voilà. Déjà, c'est très compliqué, avec toute cette richesse. Mais moi, je me suis dit, je vais pas aller à l'armée, parce que finalement, je vais pas y aller, parce que si j'y vais, je vais être bloqué à vie dedans. Et je me vois pas à 50 ans être soldat militaire, quoi. Je me voyais pas ça, donc parce que je voyais pas. Et après, quand je suis allé travailler en préfecture, quand je suis allé travailler dans des entreprises, j'ai vu quoi? Des anciens militaires qui étaient là parce qu'ils avaient des compétences en sécurité qui étaient hyper utiles, c'est-à-dire capacité à faire des protocoles, à respecter des protocoles, à les faire évaluer, etc., de façon très très rigoureuse par rapport à la réalité. Et ça, si vous avez une boîte de sécu, c'est fondamental. Si vous avez une boîte dans l'armée, c'est fondamental, mais même en général. Et puis qu'il y avait des compétences RH et managériales sur comment je développe des talents. Parce que l'armée, c'est ça. L'armée, c'est comment je recrute des talents, mais comment je les développe. Comment quelqu'un qui est normal, j'en fais quelqu'un qui est génial, au sens, quelqu'un qui va vraiment faire changer les choses, qui va faire de l'action, qui va déplacer des lignes, quoi. Dans un collectif, dans une équipe, quoi. Comment j'arrive à faire les dynamiques d'équipe, etc., c'est des choses qu'on travaille à l'armée.
Moi, à l'ENA, par exemple, on a eu des intervenants qui étaient des instructeurs à l'armée, qui étaient des anciens militaires qui nous expliquaient les dynamiques de groupe euh, en situation extrême. Les enseignements sont énormes. Et donc, dans des entreprises, en RH et en management, quelqu'un qui est passé par l'armée a un avantage, un recul, une puissance qui, à mon avis, est unique. Il n'y a que 2 cas qui sont ça, qui sont dans ces situations-là. C'est les gens qui sont passés par l'armée, les gens qui ont été coachs de haut niveau dans des grandes équipes de foot, des grandes équipes de handball. Parfois, ils ont fait les deux, parfois. Donc ça, c'est vraiment des gros avantages que je connaissais pas. Donc il y a ce travail vraiment faire connaître ça. Et puis le deuxième point, c'est vraiment travailler sur les allers-retours, ou plutôt les allers si on veut, c'est vraiment comment on travaille pour le privé, pour faciliter l'intégration des anciens militaires dans le privé, pour qu'ils puissent transférer leurs compétences plus facilement, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas la connaissance là-dessus, on va moins recruter la personne, même si, in fine, elle peut être très très bénéfique. Donc il y a ces 2 jambes-là sur lesquelles on doit travailler, à mon avis, qui sont pas évidentes. Je suis long, hein. C'est pas du tout évident d'améliorer le recrutement de l'armée et très compliqué, effectivement, de faire connaître les différents métiers. Maintenant, ça progresse et je pense qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est mieux. Au niveau des différents budgets, ça dépend vraiment. Moi, j'ai eu des conditions matérielles, d'infrastructure, où j'ai trouvé qu'à chaque fois, c'était plutôt bien, ça avait été rénové, c'était pas mal. Mais j'ai vu des choses qui m'ont choqué sur certains terrains où je me disais, mais comment est-ce qu'on peut mettre des militaires qui viennent de s'engager là-dedans? C'est pas possible. Mais c'est surtout en gendarmerie. En gendarmerie, en fait, la plupart des gendarmes restent toute leur vie, sont obligés de rester toute leur vie dans des logements qui sont fournis. Et parfois, c'est vraiment pas un plaisir. Et ça, j'espère que ça changera prochainement. Mais bon, c'est toujours une histoire d'argent. Maintenant, une petite question par rapport à ça. Toi, tu voulais t'engager dans l'armée, tu t'es posé cette question-là. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas rentré dans la réserve militaire? Et j'ai failli, honnêtement, je me suis encore posé cette question. Il y a deux éléments. Premièrement, la réserve militaire, et on reboucle souvent, c'est une réserve qui coûte à peu près, je crois qu'il doit y avoir 77 000 réservistes à peu près, je crois. Ça doit être à peu près ça. Euh, L'objectif est de monter, je crois, à 100 100 000. 000, ouais. Et on n'en est toujours pas. Doit être à 70. Oui, mais alors ça, on doit être à 77 000. Je pense qu'il y en a à peu près 30 000 d'opérationnels au sens fréquent. Il y a deux sortes de 2 rangs, hein, 2 catégories, hein. Euh, et en fait, ça coûte à peu près, si on fait le ratio, le coût annuel par réserviste, c'est 9 000 euros par réserviste, quoi. Et ce qu'on constate aujourd'hui, moi ce que j'ai constaté quand je discutais avec notamment des gendarmes, c'est les réservistes les plus accessibles sur le terrain, quand on est un peu n'importe où en France, vous avez des gendarmes à côté, c'est qu'il y a une dimension budgétaire qui est importante et qui freine le recrutement des réservistes. C'est un peu voilà, on dit on veut atteindre 5 000, mais en fait, Mais on met pas l'argent pour. on va pas les recruter. Donc il y a ce problème budgétaire. Et puis après, deuxièmement, il y avait un cadre, qui est un cadre comme tout cadre militaire qui a ses contraintes, et c'est normal, c'est très bien. Enfin, c'est normal, voilà. Euh, mais moi, j'avais la compréhension qu'il fallait passer au moins 25 jours par an à l'époque, quand j'avais voulu me renseigner, dans la réserve. Si on faisait la Alors, réserve, etc. ça, c'est vrai que c'est pas clair et je l'ai compris qu'en quittant l'armée. Voilà. Je l'ai compris vraiment une fois que j'ai quitté l'armée, j'ai compris que effectivement les réservistes opérationnels de base devaient passer au moins 25 jours, mais il y a des postes sur lesquels il y a des réservistes qui viennent en fait finalement qu'une semaine par an et ils sont réservistes, mais parce qu'ils ont des postes très spécifiques et sur lesquels ils peuvent faire ça. Ouais, alors moi, vu que j'ai pas de spécialité très forte, je me suis dit c'est 25 jours. 25 jours, c'est trop, je pourrais Mm. pas. Et donc, j'ai pas enchaîné dans la réserve. Dans la réserve. Après, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont dans la réserve. Mais on va pas se mentir, ils sont dans la réserve, mais Une semaine par an. ils sont même pas un jour par an. Ils sont dans la réserve, c'est de la communication, c'est beaucoup de Oui. communication. Alors, ça peut avoir son intérêt, la communication. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas fait. Mm. Très Peut-être clair, à l'avenir. très clair sur ça. Est-ce que si tu avais 20 ans aujourd'hui, tu ferais un choix différent et tu ferais le choix de rentrer à Saint-Cyr pour de bon ou pas? Ou tu referais la même carrière? C'est dur à dire. Euh, En fait, je pense que ce que je referais différemment, c'est que je prendrais. Moi, j'ai beaucoup de tergiversé. J'ai beaucoup de tergiversé. Parce que je suis un timoré de nature. À l'origine, en tout cas. Je suis un grand timoré. Et maintenant, j'ai changé. Mais donc, je dirais, ok, va dans le truc. Quel qu'il soit. Soit l'armée ou autre chose. Essaie de devenir le meilleur dans ce où tu vas. Parce que c'est là où tu vas apprendre. Dans tous les cas, tu vas apprendre des choses. Tu vas monter en compétences. Et si tu es le meilleur que tu peux être dans ce domaine-là, tu le transféreras d'une façon ou d'une autre, tu seras reconnu d'une façon ou d'une autre, tu seras utile d'une façon ou d'une autre, que ce soit à l'armée, dans la littérature, en informatique, n'importe quoi. Mais vas-y, corps et âme. Et, euh, et c'est tout ce qui compte. Enfin, moi, j'aurais fait. Enfin, en tout cas, si j'avais dû faire quelque chose, je devais refaire quelque chose
différemment, ce serait ça, que ce soit à Saint-Cyr ou autre chose en fait. Hmm. Et ça fait que l'expérience a de la valeur. Si on est toujours en retrait sur ces expériences, en fait, on n'apprend pas tant que ça. On grandit pas. Complètement. Il faut se donner à fond et ça, c'est quelque chose que je dis souvent à ceux qui veulent rentrer dans l'armée parce que beaucoup hésitent. Ils disent bah, oui, je veux le faire, puis après, 6 mois plus tard, ah non, je ne sais pas trop. Voilà. Fais-le, rentre dans l'armée. Au pire, tu fais 6 mois, tu pars à la fin de la période probatoire. Bon, c'est dommage, mais au moins, tu auras fait 6 mois, tu ne le regretteras pas. Plutôt qu'il y en a qui vont rentrer, ils vont faire 1 mois. Mais non, fais pas 1 mois, en fait, tu n'auras pas fait les choses à fond. Si tu fais 1 mois, 5 ans plus tard, tu vas être frustré de ne pas l'avoir fait. Donc, il faut le faire réellement à fond. Une dernière question, est-ce qu'il y a une figure historique qui t'inspire? Je tombe vite dans les lieux communs. Je suis très, très français classique, moi. J'ai du mal à sortir des. Il y en a plusieurs. Général de Gaulle, c'est évident. Mm. C'est évident. On ne peut pas ne pas être impressionné par Napoléon, à mon sens. On ne peut pas ne pas être impressionné par César. Tu vas faire plaisir aux militaires ici. Non, mais si on regarde, voilà, on peut être impressionné. Il y a des grandes figures. Alexandre le Grand, César, Napoléon, vous en avez 3. On regarde les statistiques des batailles. C'est des exceptions. C'est des exceptions parmi les exceptions. Déjà, ça, c'est quand même incroyable d'un point de vue militaire, j'entends. Complètement. Général de Gaulle, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment incarné un redressement français pendant même sa chute. Donc voilà, qui a été... la chute de la France, je veux dire, qui a été vraiment une tutelle forte. Et puis, de façon peut-être un peu plus originale, quelqu'un comme Romain Gary. Donc, qui était vraiment pour le coup, qui a fait des choses... pour moi, qui est un des héros du siècle, intellectuellement, physiquement, voilà, qui a fait des choses exceptionnelles, quoi. Super, merci pour ce partage. Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter pour terminer ce podcast? Bah, n'hésitez pas à creuser les sujets, hein. Moi, j'ai effleuré, là, on a effleuré ensemble aujourd'hui. Je pense c'est extrêmement profond comme sujet. On peut creuser de tous les côtés. Et puis surtout, moi, je te rejoins, c'est où vous allez, allez-y à fond, quoi. Super, merci Alexandre. Merci d'avoir regardé ce podcast. Merci Alexandre d'être venu ici. Vous pouvez suivre Alexandre sur Instagram. Je pense un des rares députés vraiment actifs sur Instagram et qui fait du bon contenu. Donc allez voir ce qu'il fait. Mettez 5 étoiles sur le podcast si vous nous écoutez et pensez à mettre un maximum de j'aime, de commentaires et à partager l'épisode. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Force!